Bonjour à tous et bienvenue, je suis Adrien Schilling, fondateur d'Univalue et créateur de la chaîne Interaction, votre chaîne qui vous parle des différences franco-allemandes et de leur impact dans le business. Alors aujourd'hui, je vais d'abord partir un peu sur la politique plutôt que sur le business pour mettre un peu en exergue une différence dans la notion, dans une des notions qui représente ce qu'on appelle un faux ami, qui est la notion de partenariat. Pourquoi parler du partenariat? Quel est l'intérêt pour vous d'écouter cette cette notion de partenariat et la différence en France et en Allemagne? Eh bien, tout simplement parce que derrière ce mot de partenariat se cache l'idée même de la coopération. Quand est-ce que nous coopérons? Quelles sont les conditions pour coopérer? Quelles sont surtout les bonnes conditions pour arriver à un bon résultat? Disons que c'est ça qui vous intéresse plus. Et je peux même étendre la chose. On parle de quel genre de coopération? Toute forme de coopération dans lesquelles vous allez avoir des êtres humains qui vont devoir œuvrer pour atteindre un objectif qui est peut-être le vôtre, mais qui pourrait se trouver être un objectif commun avec, par exemple, votre maison mère, par exemple, avec une équipe avec laquelle vous travaillez. L'idée derrière tout cela est bien évidemment de rendre les choses plus efficientes, toujours, de rendre les choses plus efficientes pour économiser votre temps, économiser de l'argent, économiser du stress, et vous permettre aussi d'être authentique, d'être vraiment qui vous êtes, donc pas de vous donner des solutions qui ne correspondent pas à votre personnalité, mais de vous donner un peu plus de conscience sur ce que vous allez probablement générer par la manière dont vous allez vous comporter. Après, libre à vous de vous comporter de la manière dont vous voulez, mais souvent, vous le ferez en connaissance de cause de ce que vous allez générer et déclencher avec les personnes avec lesquelles vous communiquez. Alors, pourquoi je pars d'abord sur la politique? Parce qu'il y a en ce moment même, donc nous sommes en 2024, il y a en ce moment des événements qui se passent en France ainsi en Allemagne qui donnent l'impression que ces événements sont tout à fait similaires. Alors, en France, vous avez depuis l'été 2024, vous avez le président Macron qui, suite au vote européen qui a eu lieu en juin 2024, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc décision unilatérale du président, c'est tout à fait possible en France. En Allemagne, vous avez à l'inverse un gouvernement qui se reconnaît avoir failli en novembre 2024 et donc en réaction à cela, un chancelier, Scholz, qui va poser en décembre 2024, il me semble que c'est le 15, la décision enfin, il va poser la question de la confiance aux parlementaires. C'est quoi la question de la confiance? Eh bien, à la grande différence de la France, le chancelier ne peut pas arriver et prendre une décision unilatérale, comme le président peut le faire, de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a un processus qui lui permet de déclencher certaines choses si certaines conditions, si la condition est respectée, qui est laquelle? Eh bien, ce sont les parlementaires qui, in fine, retirent leur confiance qu'ils avaient donnée au chancelier. Donc le processus, c'est le chancelier pose la question de la confiance aux parlementaires, les parlementaires y répondent. Donc si la confiance est retirée, alors le président de la Bundesrepublik Deutschland, de la République fédérale allemande, doit, par la suite, dissoudre l'Assemblée nationale. Donc le Parlement prend part à sa propre dissolution dans le processus allemand. Donc c'est un processus qu'on pourrait dire est communautaire. Donc à l'inverse de la France, je le répète parce que c'est très important, le chancelier n'a pas le pouvoir unilatéral de dire moi je dissous l'Assemblée. Impossible. Une fois que l'Assemblée sera probablement dissoute, nous n'en savons rien, il y aura ensuite donc évidemment des nouvelles élections donc, qui seront anticipées probablement autour de février-mars 2025. Voilà donc la situation en Allemagne ainsi qu'en France. Et donc, je le répète, on pourrait croire que c'est une situation qui est similaire, alors qu'en fait, vous allez voir dans ces deux événements, il y a des différences qui sont assez majeures, qui nous donnent une lumière, une explication sur les différences qu'il y a entre la France et l'Allemagne dans cette notion de partenariat qui est donc essentielle pour être en mesure de coopérer. Alors, regardons déjà du côté de la France. Quelle forme de partenariat avons-nous vécu justement dans ces derniers mois? Alors, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, nouveau vote qui s'est présenté, avec un tour puis un second tour, qu'est-ce que nous avons vécu? Eh bien, toutes les forces de gauche qui se sont rassemblées pour créer le nouveau Front populaire, pour faire face à un besoin. Il y avait un réel besoin de s'allier parce que chaque parti pris pour lui-même n'avait pas assez de force pour pouvoir peser dans la balance. Donc, en s'alliant, le nouveau Front
populaire a créé donc un nouveau front. Et là, je viens sur un deuxième sujet qui est essentiel. Est-ce qu'ils se sont alliés parce que ça avait du sens de s'allier? Non. Ils se sont alliés parce qu'il y avait un ennemi commun qui était, dans leurs yeux, le Rassemblement national. Et donc, il y a un besoin de s'allier, il y a un ennemi commun, et en général, ce dont vous avez besoin, qui est la troisième condition pour un partenariat en France, vous avez besoin qu'il règne entre les parties prenantes une forme de sympathie, un minima, si ce n'est une complicité. Très intéressant de le savoir, que ces conditions doivent être rassemblées, parce que si vous regardez la suite des événements, ce qui s'est passé, une fois que le barrage a été fait vis-à-vis du Rassemblement national, vous avez vu qu'il y a eu énormément de discorde au sein du nouveau Front populaire. Donc la difficulté, c'est le nouveau Front populaire couvre un ensemble de spectres politiques avec des idéologies qui certes se recoupent si on prend la gauche comme une idéologie, mais énormément de différences à l'intérieur. Alors je ne vais pas rentrer maintenant, je prends juste la politique comme exemple, je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais nous sommes en mesure de voir dans cet exemple que un bon partenariat, quelles sont les conditions, dans quel moment est-ce qu'en France, est-ce que vous allez avoir un bon partenariat qui délivre des résultats? En général, vous avez besoin d'un ensemble de conditions. Et alors, déjà, est-ce que c'est une tendance naturelle auprès des Français? Pour les Français, pas du tout. Ce n'est pas une tendance naturelle. On essaie tant bien que mal de l'éviter. On va même souvent dire que le partenariat est un mal nécessaire. Donc si j'ai pas le choix, si je ne peux pas faire autrement, si la pression est telle que, alors je vais rentrer dans un partenariat. Il se peut aussi que je rentre dans un partenariat dans une logique française quand le partenariat me donne plus de contrôle, plus de pouvoir. Alors, dans ce cas-là, il est censé de réfléchir à un partenariat. Mais je le répète, il doit y avoir un besoin, il doit y avoir un ennemi commun et il doit y avoir une forme de sympathie, si ce n'est complicité, pour que ce partenariat puisse durer dans le temps et être durable. Alors, on va le voir, dans quelle mesure est-ce que le nouveau Front populaire sera un partenariat de succès. On peut avoir ses doutes, ou on peut en être convaincu, ce n'est pas à moi de le dire. Mais voilà, vous pouvez voir dans cet exemple quelles sont les conditions pour les Français. Alors, quelle est maintenant du côté des Allemands, quelles sont les conditions qui mènent un partenariat ou qui rendent un partenariat en Allemagne durable, qui lui permet d'être une réussite? D'ailleurs, le déclencheur de cette vidéo, pourquoi je l'ai fait, c'est que j'ai reçu des retours des uns et des autres, notamment de clients, qui disaient, bah, tu vois, en effet, la fameuse Kompromissbereitschaft, donc la capacité de faire des compromis allemande, euh, elle n'est plus. Vous voyez bien que le gouvernement allemand, composé de la gauche, composé des Verts et composé des libéraux, donc de la SPD, Grüne et FDP, qui ne réussissent pas à coopérer. Alors très très intéressant parce qu'on pourrait en effet croire que la notion de compromis, comme en France, de faire un compromis, euh, on n'est pas forcément obligé de le réussir. Et puis si on n'y arrive pas, eh bien, il y a bien des outils en France comme le 49.3, l'article du 49.3 qui permet de pousser une décision à travers l'Assemblée nationale, même si elle n'a pas eu le soutien. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec Michel Barnier qui a représenté un budget. Le budget a été retoqué, pousse le 49.3, donc l'article 49.3 qui lui permettrait de pousser le budget. Bon, in fine, il a été censuré. Donc il y a encore là une mesure qui empêcherait, sinon ce serait de l'autoritarisme, pourrions-nous dire. Mais il y a quand même un dispositif présent pour le Premier ministre en France qu'il n'y a pas du tout en Allemagne. Si on n'est pas en mesure de faire un compromis, c'est une faillite. C'est la faillite totale. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette faillite totale de la capacité de faire des compromis? Eh bien parce que vous avez trois partis qui certes forment une coalition, comme il est d'usage en Allemagne, rien de particulier là-dedans, mais vous avez trois partis qui partagent très très peu en termes d'idéologie et de programme politique. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour coopérer jusque-là? Et voilà la raison qui va vous donner des indices sur les conditions nécessaires pour un partenariat. Ce gouvernement actuel, qui réside encore, avait un budget qui était très important. Donc ils avaient des moyens très très importants. Pourquoi? Parce qu'il y avait 60 milliards de fonds qui n'avaient pas été utilisés à l'époque pour le Covid, qui ont été mis à disposition pour ce gouvernement. Ce que cela veut dire concrètement, c'est que vous avez trois partis avec trois programmes très différents qui disposent d'un budget énorme. Donc chacun y trouve son compte parce que chacun peut suivre sa politique et donc répondre aux besoins de sa constitution.
Mais maintenant arrive une des institutions clés des institutions allemandes, qui est le Bundesgerichtshof, la Cour constitutionnelle allemande de la Fédération allemande, de la République fédérale allemande, on va y arriver, qui revient sur cette décision et qui a acté le fait que c'était non constitutionnel d'utiliser les fonds qui avaient été validés pour une raison particulière et non pas pour une autre. Principe d'ailleurs tout à fait allemand, c'est de dire si nous avons pris une décision, c'est pour une raison en particulier, et cela n'implique pas une décision pour une autre raison. Il faudrait repasser par tout un processus pour reacter une nouvelle décision. Pourquoi est-ce que c'est si important d'acter cette décision de la Cour constitutionnelle allemande? Parce que nous parlons souvent de la Schwarze Null. En Allemagne, ça veut dire un déficit public qui est égal à zéro. On cherche à réduire un maximum de par la crise que nous avons vécue en Europe. C'est à ce moment-là que la Schwarze Null, le zéro noir, a été inscrit dans la constitution allemande. Donc utiliser des fonds qui n'ont pas été libérés à cet effet serait donc inconstitutionnel. Tout cela pour dire que le gouvernement se retrouve avec moins de budget et des programmes très très divergents. Donc toutes les différences fondamentales entre ces différents partis ressortent à l'air libre et montrent clairement que la capacité de coopérer et la capacité d'être en partenariat a ses limites, même en Allemagne. Et donc, quelles ont été les conditions qu'il y avait qui faisaient que les trois partis pouvaient coopérer, qu'il n'y a plus aujourd'hui de par la décision de la Constitution? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Alors, première chose à dire, la coopération et le partenariat est une tendance naturelle dans une culture comme la culture allemande. La tendance est naturelle, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, dès la plus jeune enfance, en Allemagne, nous apprenons à faire les choses en prenant en compte les autres. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est une forme d'altruisme? Pas du tout. C'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme, mais qu'on va appeler un égoïsme communautaire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'égoïsme communautaire? Eh bien parce que l'histoire allemande, le pays tel que le pays s'est développé, vous avez un pays qui a de nombreuses frontières avec d'autres pays, qui se trouvent donc souvent entre le marteau et l'enclume, beaucoup de pays qui étaient morcelés, une terre qui est beaucoup moins riche qu'une terre comme vous l'auriez en France, en Espagne, en Italie, donc qui a un rendement moindre, un temps qui est moins ensoleillé que vous l'aurez en France, vous avez moins de diversité des terres comme vous l'avez en France. Si je compare systématiquement avec la France, on dirait que l'Allemagne, certes pays qui a vous avez certes un grand pays, mais qui a une terre bien moins riche. Résultat des courses, l'individu dans ce genre de pays, quand il s'agit de sa réflexion pour sa propre survie, qu'est-ce que moi je dois faire pour survivre et qu'est-ce que je dois faire pour que ma famille survive? Dans un pays comme l'Allemagne, la réponse à cette question, elle est très souvent, eh bien, je dois faire des compromis avec les autres. Parce que si j'arrive pas à faire de compromis, on va se taper dessus, on va tous mourir. Voilà la logique que vous aurez dans une culture communautaire. Dans une culture plutôt en tendance individualiste, on va parler d'égoïsme, individualiste aussi, vous allez avoir une réponse à la question qu'est-ce que je dois faire pour survivre, qui va beaucoup plus être de l'ordre de bien me débrouiller. Je dois personnellement bien me débrouiller. Ma terre me permet non seulement de nourrir ma famille, mais en plus je peux maintenant vendre, je peux rentrer dans un échange, je peux échanger avec les autres, je peux générer de la richesse et donc je n'ai pas foncièrement besoin des autres. Si on s'entend bien, superbe. S'il y a une complicité, superbe. Mais ce n'est en aucun cas, je n'ai pas besoin pour ma propre survie, je n'ai pas besoin d'avoir des liens avec vous. Et donc, dans le temps, cela crée des cultures qui sont plutôt en tendance individualiste, comparées avec des cultures comme la culture allemande. Et vous allez le voir dans le langage, la manière dont on s'exprime, on va dire chacun sa merde. Hein, chacun sa merde. On n'a pas élevé les cochons ensemble. On va dire débrouille-toi, par exemple, de la débrouillardise, qui est quand même, si je devais nommer une compétence qui est recherchée spécifiquement auprès des jeunes talents, c'est évidemment la capacité de se débrouiller. La débrouillardise est essentielle. Chose que nous apprenons pas du tout en Allemagne. Pourquoi est-ce que je, personnellement, dois me débrouiller si j'ai toute une communauté sur laquelle je peux compter? Vous voyez, ce sont deux logiques si antinomiques. Donc là, j'ai fait discrétion totale, mais c'était important que vous compreniez que la raison pour laquelle la tendance naturelle en Allemagne est de coopérer,
c'est que depuis le plus jeune âge, eh bien, nous apprenons que c'est une valeur et un idéal à rechercher. Donc, ma prof, moi tout petit, à la maternelle, me disait Adrian, du musst auf andere Rücksicht nehmen. Donc, Adrian, tu dois, par égard aux autres, tu dois faire attention aux uns et aux autres, dès le plus jeune âge. Et donc, on va le retrouver dans énormément. Donc, c'est ensuite de là, vous allez pouvoir tirer des fils dans les comportements que vous vivez avec les Allemands, notamment le fait de suivre les règles. Hein, vous allez avoir une maman avec son fils qui est à un feu rouge. Et le feu rouge dure 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, une minute et il ne bouge pas alors qu'il n'y a aucune voiture qui passe. Réaction française sur cet événement, c'est de dire c'est bête et discipliné. C'est idiot. Enfin, pourquoi tu traverses pas? Il n'y a pas de voiture. Le rouge, il n'est pas là pour t'empêcher. C'est juste pour t'assurer que tu ne te fasses pas écraser. Vu qu'il n'y a pas de voiture, vas-y. Pense par toi-même, va-t-on dire en France. Sous-entendu, si tu suis les règles, tu es bête. Donc bête et discipliné dit bien que nous avons un rapport à la règle, nous avons un rapport à l'autre qui est très très différent de la culture allemande. Donc les Allemands ne sont pas éthiquement meilleurs, pas du tout. Il y a juste par nécessité. Il y a une nécessité en Allemagne qui explique pourquoi l'Allemand a appris et s'est habitué à rentrer plus facilement dans des processus, par égard pour les autres, suivre les règles plus facilement, par égard pour les autres, en étant un exemple pour les enfants. Tout cela s'explique de manière très logique. Alors maintenant, je reviens donc au partenariat. Vous avez le gouvernement Scholz qui est en soi un partenariat entre trois partis qui en soi ont des idées très différentes, qui aujourd'hui ne sont plus en mesure de faire ce partenariat. Alors que c'était une tendance spontanée, ils l'ont donc fait. Quelles étaient donc les conditions qui leur ont permis de vraiment s'allier? Eh bien, le fait de s'allier est raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a une utilité, une raison d'être qui est commune. Alors, il y a une chose qu'on cherche à tout prix à éviter en Allemagne, et c'est le chaos. S'il y a une chose qu'on cherche à maîtriser, c'est l'avenir. Et ces trois partis ayant tous trois une constitution très importante derrière eux, il y avait comme une logique raisonnable de coopérer pour pouvoir répondre aux besoins de constitutions qui sont très diverses et variées en Allemagne, donc les Verts, la gauche et les libéraux. Très important, deuxième condition. Donc, premièrement, vous avez une raison d'être qui est raisonnable. S'allier est raisonnable. Deuxième condition, j'ai envie de dire sine qua non, le résultat voulu, il doit être atteignable. Très, très important pour la compréhension de ce qui est en train de se passer en Allemagne. Pour atteindre son objectif, en Allemagne, vous avez besoin de 100% des moyens. En France, est-ce que nous avons besoin de 100% des moyens pour atteindre nos objectifs? Mais pas du tout. Quand est-ce que nous partons sur un projet? Quand nous avons 5%, 10%, 15% des ressources? En général, nous disons, si j'ai 20%, je me lance. Et les moyens vont quoi? Les moyens vont suivre. Logique tout à fait antinomique à la logique allemande. Dans un esprit communautaire où nous nous engageons ensemble et communément, il serait déraisonnable de se lancer si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir atteindre notre objectif. Donc il doit être atteignable. Pour une culture qui n'apprend pas la débrouillardise comme nous le faisons en France, c'est essentiel, c'est pas un détail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Vous avez la Cour constitutionnelle allemande qui arrive et qui dit « Je t'ôte les moyens dont tu disposais pour atteindre tes objectifs ». Le partenariat ne peut plus atteindre donc ses objectifs. Il n'a donc plus de possibilité de coopérer l'un avec l'autre. Il y a un troisième événement qui s'est passé qui était très, très important et très intéressant, je pense, parce que cela montre à quel point ces conditions dont je vous parle, que l'on vit systématiquement dans le business, ressortent aussi dans la politique, parce que on est constitué, on est biberonné à ces principes dès le plus jeune âge. Donc souvent, c'est juste un automatisme, on est dedans. Il y a la nécessité d'être prévisible et d'avoir des partenaires qui sont prévisibles. C'est tellement important, je ne peux pas travailler dans une logique allemande, je ne peux pas être dans un partenariat avec quelqu'un qui est imprévisible. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Christian Lindner qui est à la tête du parti donc des libéraux, la FDP, qui a annoncé, qui a pris une décision non concertée
de Lindner par rapport au budget. Il a fait des propositions qui étaient unilatérales, chose qui est un no-go dans une logique de partenariat et de coopération. En prenant cette décision, Christian Lindner savait pertinemment bien qu'il allait enclencher tout un processus. Chose intéressante, nous avons su bien après l'annonce de Scholz qu'il allait lancer la question de la confiance, nous avons su que bien après, donc, que Christian Lindner et la FDP avaient fait tout un plan, toute une réflexion sur la question allons-nous sortir du gouvernement. Donc, je vais le dire différemment. Si Christian Lindner voulait que le partenariat s'annule, la meilleure réponse à donner, c'est de faire quelque chose qui est en tant que tel, qui était imprévisible. Car on peut dire ce que l'on veut sur la gauche, sur la SPD et la FDP. Entre eux, ils peuvent penser très différemment et avoir des idéologies très différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous les trois en soi prévisibles. Ils avaient des politiques et leur action, leur comportement, leur dire était tout à fait en ligne et en cohérence avec le parti politique. Il y a moins de revers de médaille comme on va pouvoir de retournement de situation comme on va pouvoir l'avoir en France, où vous allez avoir, mais tout d'un coup, la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite qui tout d'un coup s'allient ensemble pour faire face, encore une fois, à un nouvel ennemi qui est bien évidemment le gouvernement Macron. Donc, on voit dans ces exemples que je vous donne, je cherche à vous donner des exemples qui sont donc circonstanciés, parce que les conditions de partenariat ne sont pas théoriques. C'est littéralement une checklist qui va vous permettre de savoir quand un partenariat ne marche pas alors que vous le vouliez, pourquoi, en tendance bien évidemment, et à l'inverse, si vous avez un partenariat qui doit marcher avec des Allemands, qu'est-ce que vous devez apporter de manière qui est sine qua non? Quelles sont les conditions sine qua non pour que ce partenariat puisse réellement fonctionner? Alors, so what pour vous? Concrètement, quels sont les 3 points à retenir en synthèse de ce que je vous ai dit? Nous avons, pour récapituler, observé qu'est-ce qui s'est passé en France, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pour un événement qu'on pourrait appeler similaire, qui va vers la dissolution des parlements. Donc le gouvernement, on va dire tout simplement une crise des gouvernements français et une crise du gouvernement allemand. À travers l'analyse de ces situations, nous voyons que les actions et réactions que vous allez avoir au sein des partis décrivent des principes qui sont ancrés dans chacune des cultures et donc peuvent vous donner des clés de compréhension pour vous dans votre business. Alors, quelles sont ces clés de compréhension et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Premièrement, si vous voulez qu'un partenariat débouche réellement sur quelque chose, vous devez avoir une raison d'être commune. Ne vous concentrez pas sur un ennemi commun, concentrez-vous sur une raison d'être commune. Alors, peut-être que vous, de votre côté, dans vos propres réflexions, vous voyez qu'il y a un ennemi commun qui vous motive. C'est-à-dire que vous êtes motivé à rentrer dans un partenariat parce que vous voyez qu'il y a un ennemi commun et vous voyez aussi, il n'y a qu'une chance pour atteindre nos résultats, c'est de s'allier avec cette équipe, avec cette société, avec ces personnes. Donc nous devons former une forme de partenariat. De votre côté, vous voyez l'ennemi commun, très bien. Vous voyez la nécessité de le faire, donc vous avez un besoin de vous allier, très bien. Mais si vous devez motiver les Allemands pour le faire, en tendance, ce ne sera pas en décrivant que l'équipe américaine, que l'équipe chinoise, que l'équipe anglaise, que l'équipe italienne, je ne sais pas avec quels seraient les autres potentiels partenaires avec lesquels vous pourrez coopérer. Vous n'avez pas besoin de les décrire eux comme un ennemi. Vous avez simplement besoin d'avoir une raison d'être commune. Alors la raison d'être, c'est une réelle utilité. À quoi ça sert de coopérer? Et coopérer, ce n'est pas d'être premier sur le marché. D'être premier sur le marché, ce n'est pas l'utilité principalement motivante pour les Allemands. Si vous voulez avancer des arguments pour une raison d'être qui va motiver les Allemands, alors parlez réduction des risques. Beaucoup, beaucoup plus que de dessiner des plans sur la comète, de imaginer à quel point nous serions excellents si nous étions premiers sur le marché. Non, vous avez besoin de parler de risque et de réduction de risque. Donc, un partenariat a besoin d'une raison d'être commune et non pas d'un ennemi commun.
Deuxième point, l'objectif, quel qu'il soit, doit être atteignable. Vous devez surtout pas vous dire on va se débrouiller, on lance la coopération et on va se débrouiller par la suite. Si ça, c'est déjà dans votre esprit, vous devez surtout mettre ça de côté si vous voulez motiver des Allemands à rentrer dans un partenariat avec vous. Et vous devez trouver un moyen pour vous de rendre les choses que vous voulez atteindre réellement atteignables en décrivant quels seront les moyens dont vous allez disposer pour atteindre l'objectif. Et vous devez vous assurer que vous avez tous les moyens pour atteindre de vos objectifs. Alors, c'est un argument de force avec les Allemands, c'est-à-dire que dans, dans la logique allemande, on doit être consequent. Ça veut dire si je dis A, je vais devoir dire B. Le A, c'est quoi? C'est si je rentre dans un partenariat A, alors le B, c'est quoi? Je dois mettre tous les moyens nécessaires pour réussir. C'est un argument de choc pour vous, c'est-à-dire de voir, à l'inverse, je sais que dans la tendance française, pour motiver, on va chercher à peut-être noyer un peu le poisson. Voilà, si on voit qu'on va avoir besoin de beaucoup de fonds et qu'il est peu probable qu'on ait les fonds, la tendance française, ça va être de dire on va peut-être un peu noyer le poisson, et puis de toute manière, il faut surtout qu'on se lance. Une fois qu'on est lancé, et on verra, on se débrouillera. Et cette logique, elle peut être dangereuse dans la coopération avec, en tendance, des Allemands, parce que justement, on préfère savoir, on parle souvent de la Restrisikoanalyse, donc l'analyse des risques résiduels. Donc il vaut mieux savoir l'ensemble de ce à quoi je m'engage et m'assurer de savoir quels sont tous les moyens que je vais devoir mettre en œuvre. Donc deuxième condition pour vous, deuxième so what, ayez un objectif qui est atteignable et décrivez précisément quels sont tous les moyens que vous allez devoir mettre en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. Et enfin, et c'est peut-être la partie qui est la partie la plus délicate, si je vous ai parlé de Christian Lindner en politique qui a fait quelque chose qui était complètement imprévisible, qui a fait des propositions de manière unilatérale, complètement contraire à son partenariat avec la gauche et les Verts. Si je vous donne cet exemple, c'est précisément parce que la prévisibilité peut rendre une coopération réelle ou l'annuler en 2-2. Sachant que, du côté allemand en tendance, une des peurs fondamentales quand ils pensent aux Français, en France on me dit souvent que la peur fondamentale c'est de se faire écraser, c'est le rouleau compresseur allemand. Eh bien la peur allemande c'est de se faire avoir des Français. La peur qui est très répandue c'est bon bah qu'est-ce qu'ils vont nous livrer là les Français, il faut s'attendre à quoi? C'est toujours en question avec la prévisibilité. Plus vous vous rendez vous-même prévisible, plus les Allemands sont rassurés. Plus les Allemands sont rassurés, plus il est facile pour eux d'être agréable, d'être jovial. Alors, encore tout un autre sujet, parce que je sais que pour nous, Français, l'importance de la complicité, de la sympathie, elle est vraiment là. C'est-à-dire que de travailler avec quelqu'un qui est froid, qui est distant, c'est vraiment compliqué pour nous. Donc, il y a aussi cette idée de comment générer ce dont vous avez vous-même besoin chez l'autre. Alors, si vous voulez qu'un Allemand, si vous voulez avoir une chance d'avoir des liens agréables, avoir une sympathie avec ceux avec qui vous allez coopérer, c'est important de les rassurer. La notion de sécurité est une des valeurs prépondérantes dans la culture allemande. Et donc, être en mesure de les sécuriser, ça passe par la prévisibilité. Quels sont des moyens concrets que vous pouvez mettre en œuvre pour être prévisible? Concrètement, dès que vous voyez, donc vous avez un rendez-vous et vous voyez, donc avec des Allemands, et vous voyez que vous n'allez pas pouvoir faire ce rendez-vous, dites-le tout de suite. Typiquement, en France, on aura tendance à dire bah, je vais voir, je vais essayer, je vais me débrouiller, puis si ça marche pas, bon bah écoute, j'annulerai, tant pis. Surtout pas. Dès que vous voyez que vous n'allez pas atteindre ce que vous avez dit que vous allez faire, vous le dites tout de suite. Ou alors, vous dites je prévois de devoir annuler, je ne suis pas sûr. Rien que ça, déjà, vous rendez vous prévisible. C'est tellement pas attendu. Les amendes vous attendent au tournant souvent. On est souvent les Allemands, de la même manière que nous attendons les Allemands à être froids et distants, bah, eux attendent souvent qu'ils vont se faire avoir. Voilà, on va se faire avoir par les Français d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait qu'un Français se manifeste proactivement, on dit je prévois que quelque chose va changer par rapport à mon planning de base initial, vous les étonnez positivement. Donc vous utilisez les préjugés pour vous au lieu d'utiliser les préjugés contre vous. Donc ça, c'est un moyen très clair de vous rendre prévisible. Il est aussi possible de rendre, de rendre la capacité
créative que nous avons, c'est-à-dire d'avoir des idées de dernière minute, c'est-à-dire de repousser un peu jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il y a trop de pression sur nous pour rentrer en action. Même ça, ça peut se rendre prévisible auprès des Allemands. Et ne serait-ce que par avoir une vraie conversation avec ceux avec qui vous allez coopérer sur ce sujet-là, peut changer complètement la donne. Donc, il y a beaucoup plus de moyens que vous pourrez mettre en œuvre, mais déjà sur le principe, si vous pouvez éviter le plus possible d'être imprévisible, rendez ce que vous savez, vous vous connaissez vous-même bien mieux que moi, vous savez votre tendance naturelle, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez quand est-ce que vous arrivez avec ce que les Allemands appellent un ovni. L'idée qui arrive de nulle part, qui sort de nulle part, on n'a jamais parlé de ce genre d'idée, et puis tout d'un coup on arrive avec une idée novatrice qui nous, en France, nous motive, mais qui fait peur aux Allemands parce que c'est mais d'où ça sort ce truc? Et puis on n'en a pas parlé, et puis c'est juste une idée. Rendez-vous prévisible. 3 points pour un partenariat en Allemagne. Les conditions sont: un, d'abord, c'est la tendance qui est spontanée. On n'a pas besoin de le forcer, pas besoin d'ennemis communs. La tendance spontanée a tout de même besoin de certaines conditions. Premièrement, vous avez besoin d'une raison commune et non pas d'un ennemi commun. Deuxièmement, l'objectif de ce partenariat doit être atteignable. Pour atteindre un objectif, il faut 100% des moyens et non pas 20%. Et surtout, vous devez être compétent, c'est-à-dire avoir une expertise, ou apporter une expertise, et surtout être prévisible. Voilà, j'espère que cela va vous aider dans la constitution de vos propres partenariats, ou du moins dans l'analyse, même rétrospective, peut-être de prendre conscience, de dire mais voilà pourquoi notre partenariat n'a pas fonctionné. Je vous garantis que vous allez, là-dedans, si vous repassez en rétrospective tout un nombre de partenariats que vous avez vécus, vous allez tout d'un coup comprendre quelles sont les petites erreurs que vous avez faites, quelles sont les attentes que vous avez qui ne vont jamais, auxquelles les Allemands vont jamais pouvoir répondre, et inversement, quelles sont les attentes que les Allemands ont, auxquelles vous allez peut-être pas aujourd'hui pouvoir répondre, mais du moins vous allez comprendre pourquoi ils ont ces attentes. Et si vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont ces attentes, votre réaction face à leur comportement va être très différent. Quand je comprends la logique de l'autre, ça me permet de sortir du jugement. Si je comprends que ce que vous faites est intelligent pour votre référentiel, moi, ça me permet de sortir du jugement. Ça me permet donc de ne pas faire des procès d'intention, ça me permet de rentrer dans le dialogue avec vous. Et souvent, c'est la chose qui manque. C'est banal ce que je dis, je sais, mais est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous rentrez dans le dialogue de la manière dont vous pourriez le faire, ou est-ce qu'on est souvent, de notre côté, chacun dans notre tête, à faire des scénarios et à nous imaginer tout un tas de choses horribles qui se passent chez l'un comme chez l'autre? Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, soirée, quel que soit où est-ce que vous êtes aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.